Pour commencer, je voudrais accueillir Monsieur Marcel Simoneau, qui est directeur au service aux collectivités et qui va nous en dire quelques mots. Ça me fait grand plaisir d'être ici parmi vous cet après-midi. Je vous dirais, je suis directeur du service aux collectivités, mais depuis très peu de temps, depuis quelques semaines à peine. Alors, je suis accompagné, je dirais, de notre agent de développement Claire Vanier, qui a contribué, je dirais, si le succès de ce projet-là, repose en partie sur ses épaules au service aux collectivités. Donc, on est ici après-midi pour en prendre connaissance. Moi, ça me fait bien plaisir, je dirais, au nom du service aux collectivités, de prendre connaissance. J'arrive à peine au service et je vois déjà un beau projet qui prend forme, qui s'inscrit totalement dans la mission du service. Brièvement, le service aux collectivités à l'UQAM relève du bureau du vice-recteur à la recherche et à la création. Donc, le service aux collectivités couvre trois grands volets. Évidemment, tous les relations, je dirais, pour faciliter l'appropriation, le rayonnement de projets de chercheurs, de professeurs de l'UQAM dans les communautés, les organismes communautaires. Le deuxième volet aussi auprès de toutes les études qui concernent le mouvement féministe, la place des femmes, par exemple, dans la société, au travail. Et le troisième volet, en ce qui a trait à tout le mouvement syndical. D'ailleurs, le service aux collectivités est né des années 70, historiquement, des premières études, je dirais, de chercheurs de l'UQAM pour, je dirais, en collaboration avec les mouvements syndicaux, ce qui a trait à la préoccupation à la santé et sécurité au travail, et les conditions de travail aussi. Donc, on tire de nos origines depuis il y a plusieurs années. À l'UQAM, c'est considéré un service comme étant un fleuron, je dirais un modèle même d'organisation, je dirais de collaboration entre d'autres services de l'UQAM, les professeurs, les chercheurs, et aussi, je dirais, le rayonnement, je dirais, parce que vous savez qu'un des éléments fondamentaux de la mission de l'UQAM, c'est de rayonner auprès des communautés. Et je pense qu'on a, je dirais, beaucoup avec je dirais, le travail accompli par ma prédécesseur, Mme Sylvie de Grosbois, depuis quelques années, et avec l'équipe, elle a pu mettre en place, je dirais, bien asseoir, je dirais, non seulement cette mission du service, mais aussi la relation, je dirais, la relation de travail, la confiance qui se fait entre les professeurs-chercheurs et aussi les communautés environnantes. Et d'ailleurs, je vous dirais, c'est un modèle pour lequel à l'UQAM on est fiers parce que ça soulève aussi des questions de l'intérêt de la part d'autres établissements universitaires, non seulement au Québec, au Canada aussi, mais en Europe. Alors, on est justement, on amorce des discussions, des réflexions avec d'autres établissements pour pouvoir propager, je dirais, ou faire rayonner notre modèle de collaboration avec les communautés et les instances à l'UQAM. Alors, sans plus tarder, ça me fait plaisir. Je vais en profiter justement pour assister justement à la présentation de ce projet. Je comprends que c'est un projet qui finalement a donné lieu à ce succès, mais après quand même près de presque 2 ans de travail, de réflexion, de collaboration soutenue. Mais moi, ça me fait toujours plaisir. J'en suis à ma 18e année à l'UQAM. Et quand je vois justement des projets qui finalement atterrissent et qui suscitent un si grand intérêt, comme on va le voir cet après-midi, je me dis au moins ce sont des petits pas pour accomplir notre mission. Donc, merci à vous tous. Merci. Au revoir. Alors maintenant, Katia Noiseux, qui est superviseur au service Tel Jeune, superviseur des intervenants au service Tel Jeune, va nous présenter le service. Ensuite, je vous présenterai les résultats de la recherche et elle reprendra la parole pour parler des évolutions qui ont lieu tout au long de la recherche, mais aussi en partie grâce à la recherche. Parfait. Merci Christine. Si jamais je parle pas assez fort, faites-moi signe. Alors, Tel Jeune, en quelques mots, pour ceux qui connaissent plus ou moins bien, c'est un service d'intervention ponctuel qui est en action depuis 24 ans, alors qui s'adresse aux jeunes de 5 à 20 ans du Québec et qui est un service gratuit, anonyme et confidentiel offert par des intervenants professionnels rémunérés. Donc, ce n'est pas des bénévoles, parfois on peut y croire. Alors, Tel Jeune, c'est un service téléphonique 24 heures, 7 jours depuis 1991. En 2001, on a mis sur pied un service de questions-réponses par courriel, alors qui s'adressait aux jeunes aussi pour... c'est ça, donc 24 heures, 7 jours aussi qui était disponible pour eux.
En 2011, suite à leur demande, en fait, on a mis en place un service de clavardage et c'était tout naturellement qu'on s'est dirigé vers le texto parce que pour nous, ça allait de soi que les moyens évoluaient, donc on devait aussi évoluer avec eux. Alors, ce qui nous a convaincus aussi de passer par ce mode-là, c'est les études. Hein, là, quand on voit l'importance que prend le cellulaire et le téléphone intelligent chez les jeunes. Alors, 90% des Canadiens 15 ans et plus en possèdent un, possèdent un cellulaire. 56 des 14 à 17 ans possèdent un téléphone intelligent. Et le texto est un mode de communication populaire chez les jeunes. Alors, on le préfère même au téléphone dans 75% des cas. Il y a 85% des jeunes Français qui le préfèrent au téléphone, pardon. Les 18-24 ans qui passent plus de temps à échanger par texto qu'à faire toute autre activité. Et en 2011, les Canadiens de 13 à 17 ans échangeaient en moyenne plus de 3000 textos par mois. Donc, c'est pas rien. Alors, on a décidé de se lancer le 12 mars 2013. Alors, c'était une première au Canada. Le texto était principalement utilisé par certains organismes pour référer des jeunes ou des adultes vers des ressources autour d'eux, utilisé aussi pour de la promotion, pour des références, des prises de rendez-vous. Il y en avait aussi il faisait l'intervention psychosociale, mais sur certains thèmes en particulier, alors que nous, on aborde différents sujets avec les jeunes. Donc, on était les premiers à mettre ça en place au Québec. On était bien fiers. Alors on pouvait intervenir directement et instantanément avec les jeunes qui nous contactaient de façon instantanée. Alors, le premier mois de lancement, en fait, moins d'un mois, déjà 510 jeunes nous ont contactés. Alors, on a échangé avec eux près de 12 000 messages textes. Alors, on était bien heureux de la réponse, même on était un peu surpris de l'achalandage auquel on a fait face également. Donc, ça nous a amené quand même à faire certains constats, c'est-à-dire que les demandes reçues par texto portaient sur des sujets variés, mais aussi complexes. Ne portaient pas seulement sur des demandes d'information. Et l'achalandage aussi nous amenait les intervenants finalement à intervenir avec plusieurs jeunes à la fois, ce qu'on ne faisait pas sur nos autres plateformes d'intervention au téléphone ou par courriel ou au clavardage. Donc, c'est sûr que le constat, c'est que c'était possible de répondre à plusieurs jeunes à la fois avec des demandes d'aide, des demandes d'information, mais ça constituait un défi pour eux quand ça portait sur des contextes d'intervention ou des questions plus complexes. Donc, ça nous a amené aussi à faire le constat que la plateforme n'était pas tout à fait adaptée pour le type d'intervention qu'on faisait en temps réel avec plusieurs intervenants aussi à la fois. D'où l'importance de la recherche et d'aller un petit peu plus loin, de sonder un peu la chose. Donc, en avril 2013, on a développé un projet de recherche en partenariat avec Comme-Santé et le service aux collectivités de l'UQAM. Nos attentes, c'était principalement d'explorer le potentiel et les limites de l'intervention par texto, de cerner les spécificités des demandes faites par les jeunes, puis aussi de comprendre dans quelle mesure ce mode de prise de contact-là affectait le travail des intervenants et aussi notre approche d'intervention. Alors, je laisse la parole à Donc moi, je vais vous présenter les résultats de la recherche. C'est moi qui les présente, mais c'est vraiment une recherche qui est réalisée en partenariat avec l'équipe Tel Jeune, avec le service aux collectivités et particulièrement Claire Vanny qui nous a soutenus tout au long de ce parcours. Je la remercie. Et avec plusieurs étudiantes, Caroline Vrignot, je ne sais pas oui, elle est là, si tu veux te lever, qui a fait un travail extraordinaire, Sophie Boisvert-Beauregard, qui avait commencé sur la revue littérature, et Marie-Christine Plamondon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui avait travaillé sur l'analyse du corpus. Donc la recherche, en fait, l'objectif de la recherche, c'était de répondre aux attentes et on les a construits ensemble au niveau des objectifs de la recherche. Donc, d'une part, on voulait cerner les motivations des jeunes et notamment leurs attentes à l'égard du service texto. Donc, le service venait d'être lancé et on voulait voir qu'est-ce qu'ils en attendent, comment ils veulent l'utiliser. Et pour ce faire, on a fait 4 groupes focus avec des jeunes, 2 en région et 2 à Montréal, pour un total de 23 jeunes de 15 à 17 ans, qui est le cœur de cible de la clientèle texto.
On a également décidé, on voulait documenter les caractéristiques des conversations par texto, donc essayer de voir quelles sont les spécificités par rapport aux autres modes d'intervention, par exemple par rapport au téléphone, puis tel jeune a déjà des statistiques sur ces modes d'intervention, donc aussi pour les comparer et voir comment se déroule une conversation finalement, comment ça se passe. Donc ça, on a fait une analyse d'un corpus de conversations. Donc ça, on a analysé 601 conversations, ça peut sembler un peu bizarre comme chiffre, 601, mais en fait c'est qu'on a analysé en fait, à peu près 13 000 messages textos et on les a regroupés par le même numéro pour voir, pour reconstituer les conversations. Parce que dans une conversation, il peut y avoir plusieurs bulles. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc on a analysé ces textos-là qui couvrent en fait les 3 premiers mois de la mise en service de l'intervention par texto. Donc il y a aussi des choses qui étaient en train de se construire. Donc c'est sûr que dans l'analyse, vous verrez, il y a plein de choses qui ont changé depuis. Et autrement, on voulait cerner l'expérience des intervenants. Qu'est-ce que ça veut dire intervenir par texto? Et pour ça, on a fait des groupes focus avec 2 groupes focus avec des intervenants qui travaillaient sur texto depuis au moins 1 an. Et on les a réalisés en avril et mai 2014. Donc ils avaient déjà une bonne expérience de ce service. Alors en termes de résultats. Au niveau des groupes qu'on a réalisés avec les jeunes, ce qui ressort, c'est que le service tel jeune, il est très connu. Tous les jeunes nous disaient qu'ils avaient entendu parler du service tel jeune et notamment du service téléphonique de tel jeune. Ils en avaient entendu parler dans les écoles parce que ça figure sur les agendas. Ils l'avaient vu sur les boîtes de jus. Tout le monde connaissait tel jeune, aucun souci avec ça. Le service texto, ils ne le connaissaient pas encore toujours. Enfin, ceux qui arrivaient au groupe, c'est sûr qu'ils étaient invités à participer à un groupe sur le texto, donc ils en savaient un peu plus. Mais en tout cas, ils ne l'avaient pas nécessairement utilisé. Certains oui, d'autres non. Mais ils se déclaraient tous très intéressés par le service aussi. Par contre, on leur a demandé si vous aviez à contacter tel jeune, quel serait le mode que vous voudriez privilégier. Et là, on a des différences filles-garçons. Les filles, c'était très clair, c'est le texto, le cellulaire, c'est là l'espace de l'intimité, et on le traîne avec soi, et on veut en fait contacter le service par texto. Les garçons, l'espace d'intimité par excellence, c'était plutôt devant leur ordi, là où ils font des jeux, ils n'ont pas envie de bouger trop, puis en plus, trouver ça un peu long de poser leurs questions sur les petits claviers du cellulaire, alors que sur leur clavier, là où ils sont bien dans l'intimité de la chambre, ils étaient très à l'aise. Certains disaient aussi, pour des problématiques peut-être un peu plus complexes, je me sentirais aussi peut-être plus à l'aise au téléphone parce que j'aurais vraiment l'impression de parler à quelqu'un, etc. Mais en même temps, quand c'était des problématiques un peu sensibles, on revenait vers le texto. Donc ça dépend aussi des thématiques sur lesquelles on veut poser des questions. En termes d'heures d'utilisation, comme les filles, elles disent qu'elles le feraient vraiment avec leur cellulaire et qu'elles l'ont partout, c'était notamment en après-midi un peu toute la journée, mais les heures d'achalandage pour elles, enfin où elles se verraient plus texter, c'était l'après-midi et la soirée. Alors que les garçons, c'est vraiment l'intimité de la chambre, donc c'est quand ils reviennent de l'école et avant que les parents soient revenus, donc cette tranche-là qu'ils trouvaient intéressante. À partir de 16 heures. Donc on voit, il y a vraiment la culture de la chambre pour les garçons et la culture de la poche pour les filles. Alors, en termes de perception du texto, ce qui ressort, et c'est pas tellement étonnant, c'est que l'anonymat et la confidentialité sont des points vraiment essentiels et qui expliquent l'attractivité du service. Et ce n'est pas seulement pour poser des questions sensibles, par exemple sur la sexualité, mais aussi pour poser des questions où on se sent un peu bête de poser la question. Donc, on va dire, une question où je ne veux pas avoir l'air de poser des questions niaiseuses, etc. Autre point très important, l'immédiateté du service. Ils ont vraiment l'idée qu'ils veulent avoir une réponse tout de suite. Et ça, c'est très, très important. Voire, quand ils sont en train de vivre une situation de crise, je suis en train de voir mon chum qui est en train de frencher avec une autre. J'ai besoin de ventiler mes émotions tout de suite. Je veux parler à l'intervenant de tel jeune. C'est tout de suite. Donc, c'est pour les filles notamment, la possibilité de texter partout est très importante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plusieurs ont dit on apprécie le fait que ça soit par écrit parce que ça nous donne le temps de penser
à la réponse qu'on va donner quand l'intervenant nous pose une question. Donc on peut prendre du temps pour répondre, bien formuler, et on ne se sent pas mis au pied du mur parce qu'on nous pose une question ou paniqué. On a le temps d'y réfléchir et d'y répondre. En même temps, on peut garder toute la conversation sur son téléphone et y revenir, pouvoir relire, et tiens, dans le feu de l'action, je n'ai pas tout à fait bien saisi, mais là je suis plus calme, je reviens, je relis et je peux me l'approprier un peu mieux. Par contre, les jeunes ont aussi des préoccupations par rapport au service texto. Une d'entre elles, c'est que comment s'assurer que c'est bien quelqu'un de tel jeune qui me répond. Ça, ils ont vraiment peur de livrer leur intimité à des étrangers, donc ils veulent être sûrs que ce soit bien tel jeune qui répond. Autre chose, ils ont peur de parler à un robot, que ça soit en fait un algorithme qui leur réponde. Je veux dire, on est confronté à ce genre d'algorithme très souvent sur Internet, donc ils ont aussi cette peur-là. Donc ils ne veulent pas une réponse préformatée, ils veulent parler à quelqu'un, enfin échanger avec quelqu'un. Ils avaient aussi des incertitudes concernant le déroulement. Mais comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'abord? Est-ce qu'on va me poser des questions? Enfin, comment ça se passe concrètement? Donc ça, ils voulaient avoir des... Et savoir si tel jeune conserve les messages, combien de temps il les conserve, qu'est-ce qu'ils vont en faire, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a issu des résultats d'analyse des groupes focus avec les jeunes. Maintenant, si on regarde l'analyse des conversations, donc des 13 000 textos qu'on a regroupés en 601 conversations, on voulait voir quel était le profil des jeunes qui utilisent le service texto. En fait, dans le service texto, on a peu d'informations sur le profil parce qu'ils ne se présentent pas, ils ne disent pas « je m'appelle un tel, j'ai tel âge, je suis à tel endroit et je vous contacte sur telle problématique ». Si on arrive directement sur la problématique. Mais dans les conversations où on peut identifier que c'est une fille, soit parce que c'est une problématique typiquement féminine, contraception ou autre, ou parce que les participes passés sont accordés, ou etc., ou quelquefois parce qu'elles vont le dire, mais des choses comme ça. Dans ces cas-là, on voit, et c'est 45, c'est moins de la moitié des conversations, c'est 45% des conversations. Donc là, on a une grande majorité de filles, 88%, et les données maintenant qui sont compilées sur le texto depuis 3 mois semblent indiquer qu'on est autour de 85% de filles. Ce qui se compare tout à fait avec ce qu'on observe sur les autres plateformes. Ce sont plus les filles qui viennent solliciter ce service, qui n'est pas nouveau non plus. Les femmes ont toujours été plus présentes pour la demande d'aide, pour tous les services d'aide psychosociale. Donc il n'y a rien de nouveau et ça se vérifie avec le texto aussi. En termes de récurrence au service, donc rappelez-vous, on analyse 3 mois, donc c'est les 3 premiers mois. Dans la majorité des cas, on a une prise de contact. Mais ça serait, si on regardait sur l'année, peut-être qu'on aurait des gens qui reviennent. Donc il y a quand même peu de gens qui vont revenir. On a 60 personnes qui vont, enfin 60 numéros différents, c'est comme ça qu'on les identifie, qui vont avoir recours 2 fois au service. Donc c'est en majorité, mais ça c'est à valider sur une plus longue période. En termes de durée des conversations, on se rend compte qu'elle est très variable, parce qu'on a en termes de nombre de textos, des conversations qui vont de 2 textos à 161 textos, donc grande variation. 2 textos, c'est beaucoup des jeunes qui vont envoyer un message pour tester, justement pour voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond, qu'est-ce qui se passe quand j'envoie un texto. Donc juste envoyer un ballon, puis voir, c'est pas maintenant que je vais l'utiliser, mais je veux voir comment ça marche. Donc on a beaucoup de tests comme ça. Et puis, mais sinon, pour la moitié des conversations, elles sont entre 2 et 20 textos, donc autour de 15 textos, on a une conversation, après une conversation type, et elle dure moins de 2 heures. Ça ne veut pas dire que c'est des échanges pendant 2 heures, parce que comme justement ils prennent le temps de réfléchir, quelquefois ils reviennent dans leur cours, ils ressortent, ils ont réfléchi, donc ils répondent, donc ça explique que la conversation puisse durer un certain temps. Et là, elle peut s'étaler aussi sur certaines, mais la majorité se retrouve dans ces 2 heures-là. Pour ce qui est des thématiques qui sont abordées, il y a 3 thématiques dominantes qui sont les relations amoureuses, la santé psychologique et la sexualité, qui sont aussi les thématiques qu'on retrouve sur les autres plateformes. Mais là, on avait les relations amoureuses qui étaient un peu gonflées
par le fait qu'on a pris une période après laquelle il y avait une campagne « J'arrive pas à oublier mon ex ». Donc là, après cette campagne, ils ont reçu un grand nombre de textos « J'arrive pas à oublier mon ex, j'arrive pas à oublier mon ex », à tel point qu'ils se demandaient si c'était pas une blague de le voir reformuler exactement de la même façon. Mais ça venait vraiment chercher, c'était la problématique telle qu'elle s'exprime. Alors les relations amoureuses, c'est justement comment gérer les relations amoureuses, comment gérer l'identité sexuelle, etc. Donc toutes ces questions-là. La santé psychologique, c'est beaucoup autour de la détresse psychologique et que les jeunes vont exprimer de manière plus ou moins floue. Et en termes de sexualité, alors là, c'est beaucoup sur les pratiques, alors notamment autour de la contraception, l'usage du condom, la contraception du lendemain, plus comment on utilise un condom, quels sont les risques par rapport aux ITSS ou VIH-TSS, c'était vraiment plus les risques de la contraception et tout ce qui est normalité. Est-ce que je suis normale? Est-ce que mon pénis a la bonne taille? Est-ce que mon corps est normal? Est-ce que les pratiques dont me parle mon partenaire sont normales? Est-ce que les pratiques dont j'ai envie sont normales? Rassurez-moi, etc. Donc beaucoup de choses comme ça. Après, il y a d'autres thématiques, les relations familiales, relations avec les amis, la violence, les problèmes à l'école, les drogues et la dépendance, mais c'est vraiment beaucoup moins important que ces trois premières thématiques qui vraiment dominent largement. Si on regarde le déroulement des conversations, alors ce qui frappe, nous, quand on a regardé au début les banques de données avec les conversations, on disait mais il manque un message, parce qu'on entre vraiment directement dans la conversation. Bonjour, même pas quand il y a bonjour, c'est bien, c'est je me suis fait agresser ou je suis malheureuse ou etc. Donc on entre vraiment très directement dans la conversation, ce qui fait que c'est pas évident tout de suite, j'imagine, quand on est intervenant de recevoir ça. Et comme on rentre rapidement, on sort aussi rapidement de la conversation et là il peut y avoir une conversation qui est vraiment, on travaille avec le jeune, par exemple, on est en train de travailler sur son orientation sexuelle, sur le fait qu'il se l'approprie, etc. Et puis, il ne répond plus. Alors, quelquefois, c'est ça, il ne répond plus, et on ne sait pas pourquoi. Quelquefois, le jeune va quand même dire « Je rentre dans le métro, on m'appelle pour souper, j'ai mon cours qui recommence, désolé. » Et là, on sait que la conversation s'arrête. Mais c'est sûr que ça peut créer une certaine frustration parce qu'on est en plein milieu de... Les jeunes, on voit d'après l'analyse toujours des corpus certaines difficultés dont font l'expérience les jeunes. Une des premières difficultés, je vous en ai parlé un petit peu, c'est que pour eux le fonctionnement du service n'est pas toujours clair. Donc ils envoient un message, ils vont recevoir un message qui atteste qu'on a bien reçu leur demande et qu'un intervenant va leur répondre rapidement. Et quelquefois ils se posent des questions, ils vont être là, allô, allô. Il y a quelqu'un, donc il y a des petits, on voit qu'il y a des petits problématiques autour du fonctionnement du service. Et puis, ou alors ils vont carrément, il y a certaines conversations où est-ce qu'il faut que je fasse comme ça, est-ce que c'est comme ça que je procède. Donc on voit qu'il y a des petits questionnements. Il y a aussi quelquefois des problèmes techniques, notamment le fait que ce qu'on a pu observer, quelquefois les bulles n'arrivaient pas parfaitement dans l'ordre. Ce qui fait que le jeune disait mais t'as pas reçu ma question, mais t'as pas reçu ma réponse, mais attends je te renvoie. Puis, donc on voyait qu'il y avait des ajustements à ce niveau-là. Et effectivement, nous on lisait et on se disait nous on est là tranquillement, on a tout le temps pour essayer de reconstruire la conversation. Mais quand on est dans l'intervention en direct, ça doit être une autre paire de manches. Donc ça c'est des problèmes qu'on voit apparaître dans la conversation. Une autre problématique que vivent les jeunes, c'est quand ils sont confrontés à l'heure de fermeture du service. Et là, quand ils reçoivent un message qui va les inviter à téléphoner, parce que le service téléphonique, lui, est ouvert 24 heures. Mais en fait, on s'est rendu compte que quand il y a ce message-là, en fait, souvent les jeunes ne vont pas passer au service téléphonique. Et comme l'explique par exemple cette jeune fille qui s'est fait agresser à l'école, qui en a parlé à la direction, qui envisage de porter plainte, qui l'a fait, etc., mais qui le vit mal, qui se pose plein de questions. Donc on voit, il y a vraiment une détresse importante.
Mais elle précise, non, je ne veux pas appeler. Et dans d'autres messages, quand l'intervenant, jugeant que la problématique est un peu complexe ou un peu lourde, donc ça peut se situer, pas nécessairement en face à la fermeture, mais va dire peut-être on pourrait passer au téléphone. Mais ça, dans les 21 conversations où l'intervenant propose 21% de conversations, donc en fait ça fait 126 conversations où l'intervenant le propose, et bien dans 84% des cas, le jeune va dire non, va ignorer la demande. Il continue à texter, mais il ne tient pas du tout compte du passage au téléphone. Et certaines fois, il va dire, si je vous texte, c'est parce que je veux vous texter, c'est justement parce que je ne veux pas vous appeler. Donc si les services sont complémentaires, ils sont complémentaires dans le sens que les jeunes veulent les utiliser à différents moments. Il y a des moments, j'ai une problématique, je veux téléphoner. Il y a des moments, j'ai une problématique, je veux texter. Mais si je texte, je n'ai pas envie que tu me demandes de passer au téléphone. Dans la plupart des cas. Par contre, ce qui ressort très clairement, c'est que les jeunes apprécient énormément le service. Et ça, il y a beaucoup de jeunes qui vont dire « merci, j'ai vraiment apprécié, ça m'a aidé, etc. » Donc, on voit beaucoup de signes d'appréciation du service, malgré les petites difficultés dont ils ont fait part. Maintenant, je vous parle des résultats qui sont tirés des rencontres, des groupes focus qu'on a réalisés avec les intervenants, donc 11 intervenants, 2 groupes focus, et qui se sont situés, comme je le disais, un an après que le service ait été lancé. Alors là, par rapport en ce qui concerne la satisfaction des intervenants, il y a vraiment deux réponses. Ils vont dire le service pour ce qui est la réponse à des demandes d'information, donc des demandes simples, comment est-ce qu'on se procure la pilule du lendemain, des choses comme ça, c'est très très efficace et ils voient que les jeunes sont très satisfaits et eux-mêmes sont très satisfaits du service qu'ils peuvent offrir. Par contre, quand c'est le fait de gérer des demandes qui sont plus complexes ou surtout des demandes où le jeune est en pré-contemplation, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore bien cerné son problème, il n'est pas du tout dans l'idée d'envisager un changement de comportement, il n'est pas rendu là, à ce moment-là, ça peut être difficile. Et là, ces difficultés, elles sont liées à 4 dimensions. D'une part, parce que par texto, il semblerait que la clientèle qui texte présente certaines spécificités que je vais vous détailler, parce que le texto présente certaines limites. Et c'est drôle parce que je fais avec les étudiants une recherche sur l'utilisation du texto dans la relation amoureuse. Et on interroge donc les couples et ils nous disent quand c'est des sujets trop graves, pas par texto parce que ça devient encore plus compliqué. Par contre, ils l'utilisent aussi pour gérer la crise par la suite, mais donc il y a quand même cette peur par texto, il y a des choses qui passent pas, il y a des choses où on ne se comprend pas, on le retrouve dans le cadre de l'intervention aussi. Ils vont aussi une autre dimension, c'est qu'ils vont souligner le fait que la plateforme est quand même pas toujours adaptée à l'intervention qu'on veut faire par texto. Et enfin, des difficultés qui sont liées aux conditions de déploiement du service. Donc, je vais les examiner les unes après les autres. La clientèle spécifique. Ce que les intervenants nous ont rapporté, c'est que certains jeunes présentent des problématiques, notamment de détresse psychologique, qui peuvent être particulièrement lourdes et ces demandes arrivent souvent en fin de journée ou en soirée. Alors c'est détresse existentielle, pensée suicidaire, automutilation, etc. Donc des demandes qui sont quand même assez lourdes et pas faciles de ce fait à gérer par texto. Par ailleurs, il y a des jeunes qui sont vraiment moins avancés dans leur démarche de réflexion, comme je le disais, que ceux qui téléphonent. Pourquoi? Parce que le texto, il y a moins de barrières à l'entrée. C'est plus facile, je sors mon cellulaire et je commence à texter et je n'ai pas le sentiment. Alors par téléphone, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais présenter mon récit? Il y a tout de suite beaucoup plus une réflexion. Donc de ce fait-là, ils arrivent à recevoir des textos qui sont presque, comme le soulignait Katia, presque le journal intime des jeunes que les intervenants reçoivent. Puis voilà, je te balance ça, puis vas-y, tri, trouve-moi où est le problème. Donc c'est pas forcément évident. Et ça peut être long et difficile pour l'intervenant, d'une part, de comprendre le problème qui préoccupe les jeunes, d'en cibler un, parce qu'il y en a tellement qui sont présentés, qui sont mis sur la table, d'essayer de voir la motivation, jusqu'où je vais pouvoir faire cheminer le jeune. Donc ça, c'est pas facile d'identifier, et de travailler avec lui à l'identification de pistes de solutions. Si le jeune, il n'a même pas identifié le problème, il y a un chemin qui est long à parcourir.
Donc, comme l'explique un intervenant, parfois ça peut me prendre une bonne demi-heure juste pour saisir ce que le jeune veut. Ça commence par ma vie vaut rien, puis tu la questionnes, il te répond bah, je sais pas, c'est vous autres qui savez, c'est vous l'intervenant. Voilà, une des difficultés. Une autre difficulté liée aux limites du mode de communication par texto, notamment la maîtrise du déroulement de la conversation. Par téléphone, quand on veut dire bon là je pense que je vais te laisser réfléchir là-dessus, on raccroche, c'est fini. Mais par texto, c'est beaucoup plus difficile. Et donc là, il y avait une réflexion, et Katia, ça c'est des difficultés qui ont, plusieurs ont été déjà prises en compte, et Katia en parlera tout à l'heure. Mais par rapport au fait de mettre fin à la conversation, ça pouvait être problématique. La gestion du relais aussi entre les intervenants, donc se passer, j'ai travaillé, j'ai fini mon quart de travail, quelqu'un d'autre arrive, il faut reprendre la conversation. Souvent, il y en a plusieurs qui sont gérés en même temps, donc il faut se réapproprier vite les conversations de l'autre. Et quelquefois, ils avaient le sentiment de passer la patate chaude à l'autre, puis c'est pas évident de reprendre, de se remettre dans la situation avec le jeune. Quelquefois, négocier la clôture de la conversation aussi peut être difficile. Parce qu'on dit c'est fini, mais le jeune continue à texter. On dit, voilà. Le manque d'informations, on l'a vu, que ce soit le sexe, et on ne va pas commencer, justement, il veut rester anonyme, donc on ne va pas commencer par lui dire tu as quel âge, tu es un garçon, une fille, etc. Donc on répond tout de suite, et si vraiment c'est nécessaire pour répondre aux problématiques, on lui posera ces questions, mais tout de suite, d'entrée, on ne va pas les poser. Mais de ce fait-là, on n'a pas toute cette information sur le jeune qu'on peut avoir avec les autres plateformes. Autre problème, et ça c'est un problème vraiment important, c'est la difficulté à interpréter les émotions du jeune, mais aussi, soit comme intervenant, à faire preuve d'émotion par texto, surtout quand on gère plusieurs conversations en même temps, c'est ça qui va être difficile. Et la crainte des jeunes, c'était de parler à un robot, mais la difficulté que rapportent certains des intervenants, c'est de se sentir comme des robots, comme l'explique un intervenant. Rapidement, ça peut jouer sur l'empathie, parce qu'on n'a pas le contact direct, moins d'empathie, parce que des fois, tu en as 6 en même temps, et tu ne peux pas être pleinement avec chacun, sinon tu ne survis pas. Donc des fois, oui, tu deviens un peu un robot. Juste par rapport à la j'ai une question de clarification. Par téléphone, le jeune qui appelle peut parler de n'importe quel téléphone, mais s'il utilise son cellulaire, automatiquement, on peut savoir, on peut retracer. Donc, quand vous dites anonymat, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est juste qu'on ne lui demande pas de s'identifier. On ne lui demande pas de s'identifier, mais il y a son numéro de téléphone, et s'il y avait une procédure d'urgence à déclencher, il y a les données téléphoniques, comme pour l'appel par téléphone. Donc, par exemple, pour aller dans une cabine téléphonique, d'appeler une autre maison, etc., donc pour s'assurer lui-même de l'anonymat, donc c'est quoi? Comment le jeune interprète cet anonymat-là? Parce qu'une fois avec son cellulaire, je veux juste comme comprendre. Mais des fois, il peut utiliser aussi son iPod ou une application aussi qui lui permet de rester anonyme. Donc, il y en a aussi qui les utilisent, là, les moi je dis TextMeUs, là, mais c'est les TextMeUS ou toutes sortes d'autres applications aussi. S'il veut vraiment, il peut. Et des fois, ça nous pose aussi un problème dans ces cas-là, disons, mais sinon, nous, en fait, on leur assure la confidentialité. Et on ne leur demande pas leur nom, de s'identifier autre que leur sexe. Oui, c'est sûr. Mais toutes ces difficultés qui sont liées notamment en termes d'expression des émotions de part et d'autre, et du fait qu'on gère plusieurs personnes en même temps et que quelquefois c'est difficile de s'impliquer dans les différentes histoires de chacun, mais il faut en sorte que les intervenants soulignent des difficultés à s'impliquer et à s'engager dans l'intervention. Autre difficulté qui était liée à la plateforme elle-même, j'ai déjà un petit peu mentionné, donc des messages qui parfois arrivent dans le désordre, une plateforme qui n'est pas adaptée aux échanges en français, surtout la gestion qui était difficile quand il y a plusieurs intervenants qui sont sur la plateforme, ou à gérer les textos entrants, et en fait le sentiment que la plateforme elle n'a pas été conçue pour l'intervention, mais c'est le cas, et c'est parce que c'est un service innovant. Et donc, il n'y avait pas de plateforme pour ce type de service, donc il fallait la développer. Et ils sont partis d'une plateforme qui existait, mais qui, évidemment, devait être modifiée. Et donc, c'est au fur et à mesure qu'on l'utilise qu'on se rend compte des difficultés. Les conditions de déploiement du service, là, vraiment, le point majeur, c'est le fait d'être amené à gérer de nombreuses conversations en même temps. Parce que le service est lancé. Et déjà, dans le premier mois, il y a 300 textos par jour qui arrivent. Donc, c'est tout d'un coup, et ça, c'est s'il y a des groupes qui envisagent de lancer un service, c'est que dès que vous le mettez en marche, ça y est,
c'est utilisé. Donc il faut savoir que ça va être utilisé tout de suite. Et ça, ce que les intervenants rapportaient, c'est que c'est vraiment un défi d'être satisfait de son intervention quand on en gère 5, 6. Faire un plan d'intervention, c'est vraiment difficile, on n'a pas le temps, des fois on passe de l'un à l'autre, tu peux en avoir 2 qui ont des idées suicidaires, une peine d'amour, un autre qui va dire qu'il ne se sent pas bien, et puis il faut gérer tout ça, arriver à s'impliquer dans ça. Donc ça, en termes de charge de travail et du fait de gérer plusieurs interventions en même temps, c'est pas facile. Et les intervenants rapportaient aussi qu'ils avaient des difficultés à appliquer le modèle d'intervention de tel jeune. Il y a un modèle d'intervention qui est déjà bien rodé, notamment sur le téléphone, etc. Et donc, comment est-ce qu'on transpose ça au texto? C'est pas toujours évident. Et autre chose aussi, c'est que les intervenants, comme c'est arrivé d'un coup et que l'achalandage était là, présent d'un coup, l'ont vraiment vécu comme une charge de travail supplémentaire d'un seul coup. Donc, ça, c'était... Mais ce qu'il faut retenir de la recherche, en fait, c'est que l'intervention par texto, et ça c'est clair, elle répond à un besoin de communication des jeunes, et c'est vraiment autant les intervenants que les jeunes vont le dire, c'est un besoin des jeunes, et c'est là pour rester. Il va peut-être y avoir d'autres façons de communiquer plus tard, mais pour le moment, c'est par le texto que les jeunes ont envie de fonctionner, et c'est intéressant parce qu'on voit qu'on va rechercher une autre clientèle qui n'est pas très préparée justement à formuler sa demande, mais comme une des missions du service, c'est d'être une première porte vers les ressources psychosociales. Donc c'est intéressant aussi cette idée qu'on peut aller rejoindre une autre clientèle. On ne va pas encore... il y a toujours cette majorité de filles, mais ça c'est un grand défi. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, une grande satisfaction tant des jeunes que des intervenants par rapport aux demandes d'information. Donc ça fonctionne très très bien à ce niveau-là. Par contre, quand les demandes sont plus complexes et quand elles émanent de jeunes qui ne sont pas très prêts encore, qui sont encore en état de pré-contemplation, pour les intervenants, c'est plus difficile. Par contre, les jeunes ont l'air de trouver que finalement, ils sont satisfaits du service. Donc, pour les deux aussi, on voit l'importance de définir des balises, parce que les jeunes se posent des questions, comment ça fonctionne, comment je dois poser ma question, etc. Et les intervenants aussi avaient besoin d'un cadre par rapport à l'intervention. Tous les deux aussi vont signaler, on le voit, les difficultés qu'ils rencontrent avec les problèmes techniques de la plateforme. Donc ça, c'est sûr que quand on est en train de discuter des problèmes intimes, des problèmes de santé mentale, et puis qu'il y a des problèmes techniques parce que les bulles arrivent pas dans le bon sens, tant pour le jeune que pour l'intervenant, c'est extrêmement perturbant, donc ça, c'est très problématique. Ce qui est aussi, dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est que les jeunes ont souligné qu'ils sont attachés aux différents modes. Donc, ce n'est pas le texto remplace tout. Pour certaines thématiques, ils veulent parler par texto. Ils veulent échanger par texto. Pour d'autres, ça serait plutôt le téléphone. Pour les garçons, le chat est aussi quelque chose d'important. Donc, c'est vraiment des modes qui sont complémentaires et qui, comme l'expliquent et les intervenants et les jeunes, devraient rester complémentaires. Oui. Une petite question, le case blanc. Oui, est-ce que c'était évalué pour le plus difficile pour les demandes complexes? Le case blanc pour les jeunes? C'est-à-dire que, en fait, ça c'est par rapport au corpus, à l'analyse du corpus. On voit que même quand la demande est complexe, que l'échange est long, non, de l'analyse du corpus, le jeune à la fin va dire « Merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, je suis très satisfait ». Donc, on peut voir qu'eux ont l'air d'être assez à l'aise là-dedans. On ne l'a pas validé par un groupe focus auprès des jeunes, mais c'est ce qui apparaît dans... alors peut-être qu'ils sont juste polis, ça serait à valider, mais vu qu'ils ne disent pas bonjour, je pense qu'on peut se dire que... Donc Katia va maintenant nous parler de toutes les évolutions qui ont eu lieu, tant en cours de la recherche que certaines en s'appuyant sur les résultats de la recherche. Je vais essayer d'être pas trop redondante sur certains aspects. Alors, comme justement Christine a fait part au niveau de la plateforme qui causait du mécontentement ou certaines difficultés, alors c'est sûr que c'était un premier point qu'on devait essayer de travailler, alors auquel on devait répondre aussi. En fait, c'est un petit exemple un peu du logiciel qu'on utilise. Alors, vous voyez juste ici à votre gauche, c'est un peu la boîte de réception. Et à votre droite, c'est lorsqu'on clique sur une conversation, c'est comme ça ici que ça se déroule. Alors, c'est ici que ça peut poser problème lorsque les bulles ne sont pas dans le bon ordre. Mais alors, ce
Ce qu'on essaie de faire pour faciliter ou de mettre rapidement, le plus rapidement possible en place pour faciliter le travail des intervenants, c'est déjà de dire, bon, ben, quand il y a des périodes d'achalandage, les intervenants se sentaient un peu sous pression de répondre immédiatement aux jeunes. Donc, on a quand même créé une banque de messages préenregistrés pour qu'ils puissent quand même adresser aux jeunes leur présence, de dire, oui, on est là, mais on n'est pas encore prêt, on n'est pas disponible, il y a une période d'achalandage en ce moment. Donc, comme ça, ils pouvaient terminer leur conversation, leur échange avec les autres jeunes, puis ensuite passer au suivant. On a aussi attendu quand même longtemps, mais on est heureux aujourd'hui, c'est de pouvoir regrouper les messages d'un même numéro dans la boîte de réception. C'est qu'au départ, chaque bulle que vous voyez ici s'affichait dans la boîte de réception. Alors, c'était très compliqué, surtout lorsqu'il y avait une dizaine de jeunes qui arrivaient, qui posaient des questions, tout s'affichait dans la boîte de réception et là, les intervenants devaient tout supprimer à la fois avant de répondre. Donc, ça devenait quand même assez difficile à gérer, d'où un peu le mécontentement. Donc, en regroupant tout sur un même message, comme souvent on a sur nos propres téléphones cellulaires, là. Alors, ça permet de dégager la boîte et de voir vraiment quels jeunes sont répondus et quels jeunes sont en attente. Donc, maintenant, ça a déjà grandement facilité l'intervention. En fait, on est toujours quand même dans l'attente. On a quand même fait des ententes de développement aussi avec notre fournisseur. Donc, on devrait voir apparaître une version 2 au cours des prochains mois, on le souhaite. Alors, ça devrait faciliter encore plus le travail, c'est-à-dire soit qu'on va utiliser des cadenas de différentes couleurs pour identifier à qui appartiennent les conversations. Donc, est-ce que quand on est 2 ou 3 intervenants à la fois, mais ça aide grandement à savoir lequel est le tien et lequel est le mien. De personnaliser aussi visuellement les conversations. Donc, quand je suis avec 3 jeunes en même temps, par exemple, puis que les 3 me parlent d'une peine d'amour, pour pas envoyer le message au mauvais, à un moment donné, c'est bien de pouvoir les personnaliser, de savoir à qui on s'adresse. Aussi, ça va permettre de recevoir une alerte visuelle là, quand justement un jeune vient nous envoyer un message. Alors, ça permet de prioriser aussi les interventions à faire. Alors, voilà ce qu'on s'y a trait à la plateforme. Au niveau des ressources humaines aussi, quand même, oui? Par rapport au dépôt, oui. Est-ce que les intervenants sont devant l'ordinateur? Oui. Oui, on n'est pas avec nos téléphones, ce serait effectivement. Oui, on est vraiment devant nos ordinateurs, clavier, puis on est quand même limité avec nos 160 caractères, c'est sûr, mais au moins ça nous permet quand même là, de mieux travailler. Oui. Et il semble pas avoir une fonctionnalité pour rediriger un circuit d'appel vers une autre boîte, d'autres personnes. Non, effectivement. Donc, lorsque deux intervenants, par exemple, à la fois, ils disent, bon, ben moi, je vais prendre tel numéro. En fait, le numéro de téléphone apparaît. Donc, moi, je prends celui-ci, toi, prends un autre. Donc, en fait, ça amène beaucoup les intervenants à travailler en équipe. Ils n'ont pas le choix de dire, bon, ben lequel tu prends? Moi, je suis déjà assez plein, j'en ai 2, mais c'est deux questionnements, 2 jeunes qui ont des questionnements complexes. Donc, moi, j'en prendrai pas plus. Toi, es-tu correct pour prendre le suivant? Ou on lui envoie un message d'achalandage, comme qu'on va peut-être le prendre d'ici la prochaine demi-heure. Donc, il y a vraiment... Les intervenants doivent s'adapter. Ils ne travaillent pas nécessairement en silo à prendre un appel après l'autre. Là. Ils doivent vraiment travailler en équipe. Là. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé là, et qui est encore en train de se développer dans l'organisme. C'est bon? Alors, au niveau des ressources humaines, comme on le disait, il y a quand même des périodes d'achalandage qu'on devait identifier. Donc, comme Christine le dit, c'est vrai, effectivement, les jeunes nous appellent, pas nous appellent, mais nous contactent tôt le matin avant la rentrée des classes. Ça arrive aussi pendant les heures de dîner, etc., mais c'est surtout à la fin de l'école et jusqu'au coucher qu'ils font appel à nous. Donc, c'est vraiment ces périodes d'achalandage-là. Donc, ça nous a amené à déplacer aussi nos ressources humaines, à ajouter des personnes le soir au texto pour pouvoir répondre à la demande ou pouvoir assurer finalement le flot des conversations. Donc, on a réaménagé aussi nos heures d'intervention dédiées au texto dans la grille horaire. Donc, on a ajouté des intervenants relais, comme je le disais. Et bon, c'est sûr qu'on a dû faire face à certains choix au niveau du clavardage et du texto, étant donné qu'il y avait beaucoup d'achalandage et que on devait mettre plus d'intervenants là. Bon, on a réduit un peu le temps, malheureusement, alloué au clavardage et peut-être même l'abandonner à certains moments, à certaines périodes de l'année. On va revoir ça au cours du temps, mais c'est sûr que le texto a quand même pris beaucoup de place chez nous.
Alors, on a aussi mis en place une fiche signalétique parce qu'effectivement, on veut savoir vraiment qui nous appelle. On veut pas nécessairement, on voulait voir si vraiment ça correspondait aussi à la recherche. Alors, on a mis ça en place au mois de novembre dernier. Donc, c'était aussi un défi avec plusieurs interventions à la fois d'intégrer une fiche signalétique. Donc, on a trouvé quand même un petit air d'aller. On a mis des choses en place pour faciliter ce travail-là, mais c'est encore aussi à intégrer là, chez les intervenants, de se trouver une façon de travailler là, qui leur convient. Donc, le défi pour nous, c'est vraiment d'assurer toujours en continu sur toutes nos plateformes de pouvoir répondre finalement à tous les services selon les périodes d'achalandage et les périodes de l'année. Au niveau des améliorations cliniques, en fait, déjà, après le focus group, on a modifié notre message d'accueil pour répondre à la demande des jeunes. Et on a aussi limité dans le temps les interventions. Au début, on se disait, bon, est-ce qu'on suit jeune? Est-ce que finalement, on pourrait continuer? Est-ce que c'est possible de continuer une intervention dans le temps? Finalement, comme équipe, on s'est dit, un peu comme partout, on a besoin de mettre un cadre. Nous-mêmes, on a besoin pour aider un jeune d'en avoir un. Donc, on va en mettre un, ce qui a grandement facilité le travail aussi. Donc, après 15 minutes, quand on n'a plus de signe de vie, on le relance. Puis après une demi-heure, on a décidé on l'invitait finalement, on lui disait qu'on mettait fin à l'intervention, puis on l'invitait à revenir à un moment qui était le plus propice pour eux, le plus profitable. Et je pense qu'ils l'ont bien compris, puis ils l'ont bien apprécié. Quand les règles sont claires pour eux, les jeunes, ça fonctionne très bien. Et surtout, on a limité le nombre de conversations simultanées par intervenant. Effectivement, il y a un grand nombre d'achalandages, donc c'est sûr, comme intervenant, on a envie de répondre à tous tout de suite en même temps, mais malheureusement, avec 8 conversations, effectivement, on finit par se retrouver à se sentir comme un robot. On devient sous pression, donc c'est dur d'établir le lien, c'est dur de créer, de se sentir empathique aussi. Donc, on a dit, même si on leur demandait d'y aller à leur rythme, c'était plus difficile, donc on leur a dit, vous en prenez maximum 4. Et là, vous voyez, en fonction des problématiques abordées, du déroulement des conversations, vous pouvez en prendre 1, 2, 3, c'est vraiment votre choix. Allez-y pour déjà trouver une aisance dans votre intervention. Et depuis, je dirais que les intervenants voient vraiment la différence, se sentent beaucoup mieux, en tout cas apprécient beaucoup plus leur intervention, se sentent plus satisfaits de ce qu'ils font là, en le faisant comme ça. Mais ça reste un défi, en fait, pour eux. Parce que c'est pas toujours facile. Il faut être à l'écoute de soi, d'identifier sa zone de confort. Où est-ce que je suis rendue? En même temps, je dois gérer une file d'attente. Donc, je sais qu'il y en a 3, 4 qui attendent. Moi, je me sens à l'aise avec 1 ou 2, mais ça, c'est un défi vraiment à eux, alors qu'on doit les soutenir là-dedans pour se respecter aussi dans leur rythme, pour offrir un service encore de qualité pour les intervenants, pour les jeunes. Alors, comme le disait justement Christine, les jeunes peuvent prendre, ils peuvent nous écrire sur le moment dans une situation qui génère une certaine détresse. C'est de voir son chum, par exemple, surprendre son chum en train d'embrasser une autre fille. C'est facile pour eux de nous texter. Alors, ils peuvent dire « je veux mourir » ou « je veux la tuer » ou d'emblée s'afficher comme ça. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, les intervenants ont fait « bon, OK, on va prendre un peu de temps avant de réagir à ça. On va explorer. » Et donc, on doit quand même évaluer, est-ce que c'est vraiment des urgences? Est-ce que le jeune a vraiment des idées suicidaires? Est-ce qu'il veut vraiment être tenté à la vie ou c'est vraiment juste parce qu'il vient ventiler? Donc ça aussi, ça a été une adaptation, je dirais. Mais je pense que les intervenants commencent tranquillement à mieux différencier ou à développer des mécanismes pour mieux percevoir ces choses-là. Donc, s'adapter à l'état motivationnel du jeune, ça je pense que Christine l'a bien expliqué, c'est aussi une nouvelle clientèle pour nous qui s'amène davantage au texto que sur nos autres plateformes d'intervention. Terminer une intervention débutée par un autre intervenant, effectivement, même si on dit que la moyenne dure moins de 2 heures, c'est possible quand même. Il reste que les interventions par texto sont beaucoup plus longues que par téléphone. Évidemment, 160 caractères, on y va, puis c'est ça s'éternise parfois. Donc, même si l'intervenant a l'intention de la terminer dans son quart de travail, malheureusement, parfois il doit la relayer à un collègue.
Donc, on a mis en place des petits outils pour faciliter ce relais-là, sans nécessairement que le jeune s'en aperçoive, parce qu'on s'est questionné, c'est est-ce qu'on lui mentionne qu'on change d'intervenant ou non. Et on a décidé de ne pas le faire, mais jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Le jeune, si jamais il nous questionne, bien, on va être franc, on va le lui dire, mais s'il ne le fait pas, bien, on juge que ça répond quand même à sa demande, puis que ça s'est bien fait. Identifier, cadrer les jeunes qui utilisent de façon inadéquate le service, bien, ça arrive. On est très, très bon au téléphone pour réagir à ça, pour les identifier, pour réagir en conséquence. Au texto, bien, justement, il y en a qui peuvent vraiment être anonymes. Donc, malheureusement, c'est souvent ceux-là que, des fois, ça peut arriver. Il y en a qui vont écouter, nous réécrire, éterniser les conversations. Donc, on a dû quand même s'ajuster comme équipe. Alors, c'est pas facile. On n'a pas nécessairement une voix. On n'a pas nécessairement un numéro de téléphone qu'on peut reconnaître. Alors, c'est vraiment l'équipe a dû vraiment travailler ensemble à se dire quel repère on se donne pour reconnaître un jeune et se dire, bon, on va mettre en place le plan qu'on a fait avec ce jeune-là parce qu'on veut quand même l'aider correctement. Alors, quand il surutilise, c'est pas nécessairement dans son intérêt. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, c'est vraiment de développer ça dans l'intervention aussi. C'est un défi. Alors, pour une équipe, de dire quel moyen, quel outil on va se donner pour les reconnaître et pour mieux intervenir auprès d'eux. On va y arriver. Alors, nos stratégies cliniques, c'est vraiment de faire des séries de rencontres, dédié à l'intervention par texto pour identifier vraiment les difficultés, puis développer des meilleures pratiques. Et alors, de bâtir un guide pour les intervenants aussi qui vont suivre. C'est d'adapter en continu notre modèle clinique à l'intervention. On réalise quand même que ça s'adapte bien. Au départ, on n'était pas certain, mais finalement, on trouve des façons, notre modèle d'intervention qu'on utilise au téléphone, qu'on a adapté au courriel ou dans nos ateliers, se fait aussi très bien, s'adapte aussi très bien au texto. Et on souhaite renouveler l'expérience d'un partenariat avec un centre de recherche aussi pour continuer à développer de meilleures pratiques. Alors, les gens sont toujours fidèles au rendez-vous. Alors, la première année d'exploitation, si on peut dire, on a quand même échangé près de 275 000 messages textes avec les jeunes, avec 12 242 jeunes. La dernière année, c'est la même chose. Encore, on vient autour de 12 000 jeunes qui nous ont contactés. Mais on a échangé un peu plus de messages avec eux. Donc, on voit que le nombre moyen de messages textes échangés a augmenté de 10. Donc, on est passé de 20 à 30. Est-ce que c'est aussi dû au fait qu'on a aussi limité, les intervenants prennent plus le temps aussi de répondre aux questions, que les questions sont peut-être un peu plus complexes? Ça peut être tout ça aussi qui peut répondre à cette question-là. Alors, c'est majoritairement des filles qui sont âgées de 16 ans qui nous écrivent, parce qu'on a nos fiches signalétiques, on les a commencées à peu près en novembre, là, donc ça nous a donné un petit portrait de 4 mois, puis ça semble correspondre là, parfaitement avec les données qui sont ressorties d'études. C'est certains petits témoignages. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas.